Bonsoir à tous. Donc bienvenue à ce premier Café Rudy, j'espère le premier d'une longue série. Donc ce soir, on va avoir une présentation d'Iris Brémaud, qui est chercheuse au LMGC à Montpellier, du CNRS, et qui travaille surtout sur le lien entre l'artisanat et la recherche. Voilà. Et ensuite, on aura une table ronde avec Clémentine Weber, qui est ici, qui est luthière à Grenoble et qui est aussi artiste, Anita Dongili. Je vous incite à aller écouter. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me déplacerai en faisant attention d'enrouler personne. Voilà, bonne conférence. Merci Manon. Donc moi je viens, comme Manon l'a dit, je viens d'un laboratoire du CNRS à Montpellier où on est une équipe qui travaille sur le bois, surtout sur les aspects physiques du bois, mais moi je travaille beaucoup sur le lien entre sciences et artisanat du bois, et donc ça rayonne pas uniquement sur les sciences physiques, mais aussi sur des aspects de savoir artisanaux et beaucoup de choses sur la diversité biologique et culturelle. Donc je vais essayer de vous dresser un petit panorama. C'est pas un exercice très facile pour un scientifique de savoir comment choisir quoi présenter pour que ça passe. J'espère que ça sera à peu près compréhensible. Donc je vais vous parler de la partie du panorama à laquelle j'ai pensé pour ce soir sur les bois de lutherie. Ouais, un peu plus fort ça. Alors, donc, les bois, et j'insiste sur le pluriel parce qu'il y a une énorme diversité de bois, sont les matières premières constitutives d'un très grand nombre d'instruments de musique. Alors, dans l'imaginaire collectif, souvent on se dit « Ah, c'est super, du coup, c'est une histoire de l'arbre à la musique ». En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, à partir de l'arbre, de la forêt, jusqu'aux propriétés du matériau bois, on a toute une chaîne de choses qui se passent. Qu'est-ce que nous, on étudie, enfin ce qu'étudient les gens de sciences forestières et de sciences du bois. Et de l'autre côté, entre le comportement, la manière dont fonctionne un instrument et la perception qu'on a, la perception sonore et musicale, on a encore toute une chaîne de choses qui se passent avec, depuis l'instrument, évidemment, le musicien, la salle, notre culture musicale, notre perception des sons. Donc ça, c'est plutôt le domaine de l'acoustique musicale. Alors, on a, entre les acousticiens et les gens de sciences du bois, on a du langage barbare et quantitatif en commun. On reviendra là-dessus. Plein de petits signes. Par contre, on n'a pas les mêmes sentiments pour la diversité et la variabilité des bois. C'est-à-dire que nous, en travaillant sur le bois, la diversité et la variabilité, c'est super intéressant, c'est un bon sujet de recherche. Et puis, c'est passionnant aussi pour les artisans. Par contre, pour les acousticiens, la diversité, ça ajoute de la complexité à quelque chose qui est déjà super complexe. Et en fait, le résultat de ça, c'est que pour le moment, il y a encore relativement peu de liens entre ce qui se fait côté bois et ce qui se fait côté acoustique musicale. Ça commence un peu depuis une dizaine d'années, mais c'est, pour le moment, du point de vue scientifique, on n'a pas encore de lien bien clair entre le bois, l'instrument et la perception musicale. Par contre, ce lien entre le bois et le comportement de l'instrument, il y a une troisième communauté qui, elle, a accès à ça, qui n'est pas une communauté scientifique, et qui va être la communauté des luthiers et facteurs d'instruments, qui font le lien entre le bois avec d'abord le choix de bois, la construction qui va définir toute la structure, tous les détails fins de la structure de l'instrument, tous les réglages. Et c'est finalement vraiment la lutherie et les luthiers et les facteurs d'instruments qui vont faire ce lien entre le matériau et la partie plus musique. Et ici, on a de nouveau des sensibilités différentes vis-à-vis de la diversité des bois. Pour un artisan luthier, d'avoir le choix entre des bois différents, c'est plutôt une aubaine parce que comme le choix est basé sur une perception individuelle, sensorielle, on peut choisir le matériau qui correspond à, aujourd'hui, c'est tel type d'instrument que je veux faire, on peut choisir. Par contre, pour une production industrielle, la diversité et la variabilité, ça les amuse pas du tout parce que ça veut dire que le bois est pas uniforme et que ça fait pas une reproduction uniforme et reproductible. Alors, dans les choix de bois pour la fabrication d'instruments de musique, on a plusieurs échelles de diversité. Donc, d'abord, la diversité biologique des espèces choisies. Il y a environ 60 000 espèces d'arbres sur la planète. Donc,
il y a de quoi choisir. La diversité culturelle des différents types d'instruments qui sont produits et joués à travers la planète dans les différentes cultures, et la diversité des paramètres qui sont impliqués dans le choix du matériau. Alors d'abord, un peu tout au long du cycle de vie, on peut avoir différents critères qui sont utilisés pour le choix de bois. D'abord, la disponibilité, parce qu'on peut difficilement fabriquer quelque chose avec quelque chose qu'on n'a pas. Ensuite, des aspects très importants qui concernent l'aspect visuel, le toucher. Des choses très importantes aussi sur si le bois se travaille plus ou moins bien, soit aux outils, soit par exemple au cintrage à chaud. Et des propriétés physiques qui vont être plus impliquées vraiment dans le rendu acoustique, donc la densité, l'élasticité, j'expliquerai un peu plus après, les propriétés vis-à-vis des vibrations, l'anisotropie, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est les différences de propriétés selon le fil du bois et en travers du fil du bois. Puis après, des propriétés qui sont importantes aussi, plutôt au long cours de la vie de l'instrument, sur par exemple la résistance au choc, le fait que par exemple pour une touche d'instrument, que les ongles ne marquent pas sur une touche d'instrument, et finalement des propriétés qui sont plutôt de stabilité vis-à-vis soit du temps qui passe, soit du temps qui fait, c'est-à-dire de résistance, de plus ou moins grande sensibilité aux variations d'humidité et de vieillissement au cours du temps. Alors, les propriétés qui vont être vraiment les critères qui rentrent vraiment en compte le plus dans le rendu acoustique, ça dépend aussi des parties et des familles d'instruments. Donc, ces propriétés physiques, vibratoires, elles sont très importantes pour les archets, pour les xylophones, pour les anges d'instruments à vent, de clarinette, de hautbois, pour les tables d'harmonie, de violon, de guitare, de piano, etc. Pour d'autres instruments, comme les instruments à vent, la résistance, la stabilité vis-à-vis de l'humidité et le fait que le bois n'ait pas trop tendance à fendre, ça peut être les critères les plus importants. Mais c'est pas parce que un des critères va être très important pour une partie d'instrument que les autres ne sont pas importants. Par exemple, pour des archets, c'est une toute petite pièce de bois, un archet, donc l'esthétique visuelle est super importante. La beauté du bois est super importante. Il faut qu'on puisse cintrer l'archet pour assurer son réglage et son bon fonctionnement, plus des propriétés physiques et mécaniques. Et aussi, on n'a pas envie que l'archet se casse trop facilement si jamais il y a un petit choc. Alors, à partir de ces différents critères, il y a encore une diversité supplémentaire. C'est celle des différents acteurs au long de la filière entre bois et musique, on va dire. Donc d'abord, on peut avoir des forestiers et des fournisseurs spécialisés qui vont être très sensibles à la disponibilité, qui perçoivent très bien l'aspect visuel, le toucher, mais moins les propriétés du bois final. Les luthiers perçoivent sensiblement toutes les propriétés dont j'ai parlé, un petit peu moins ce qui se passe au long terme dans la vie de l'instrument, parce que finalement, c'est le musicien qui va l'avoir ce plus long terme. Les musiciens, ils peuvent être sensibles à la disponibilité pour des aspects écologiques, mais finalement, ils perçoivent pas du tout ce qui est l'aptitude au travail du bois. Et finalement, ils perçoivent aussi un peu moins les propriétés dites acoustiques, parce qu'il y a le filtre de la structure de l'instrument, de tout le travail du luthier qui intervient entre le bois et la perception des musiciens. Et par contre, les auditeurs, ils vont bien percevoir la partie bois des propriétés physiques et vibratoires. Ils vont bien percevoir si ça fluctue trop avec l'humidité dans une salle de concert avec une humidité changeante. Par contre, la disponibilité, le visuel, beaucoup moins. Donc au final, les acteurs de toute cette chaîne qui prennent en compte le plus de paramètres du bois, c'est clairement les luthiers et les facteurs d'instruments. Et l'autre aspect, c'est que la perception auditive qu'on a du matériau, elle est liée à des propriétés mécaniques et vibratoires, qui sont en orange ici. Donc, dans la suite, je vais pas mal vous parler de ces propriétés, même si, bien sûr, toutes les autres sont importantes. Alors, je vais pas vous parler trop de propriétés, parce que je sais que c'est un peu barbare pour des gens qui sont pas dans un labo de physique. Je vais quand même vous expliquer, c'est assez simple. Aussi, je suis une scientifique, donc je parle avec des graphiques. Si ça vous ennuie, d'abord, je vais utiliser beaucoup les mêmes.
Ensuite, faut aussi les prendre un petit peu comme une sorte de bande dessinée. Et si vous aimez pas trop le style du dessin, vaut mieux écouter les bulles. Voilà, ça, je vais essayer d'adapter les bulles, quoi. Donc, je vais beaucoup vous parler de la densité. Ben, c'est si un bois est plus ou moins lourd. Ce qu'on appelle le module d'élasticité, c'est si ce module, il est fort, un bois va peu se déformer sous un poids donné. S'il est faible, le bois va beaucoup se déformer sous un poids donné. Ensuite, si on divise ce module d'élasticité par la densité, on a ce qu'on appelle module d'élasticité spécifique, qui est directement proportionnel à la vitesse de propagation du son. Ça, je pense que ça parle peut-être plus facilement. Et aussi aux fréquences de résonance ou aux notes d'une pièce de bois qui a une géométrie des dimensions données. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement. Si il est fort, ça veut dire que le son va s'arrêter, s'atténuer très très vite dans le bois. Ça va faire un son caoutchouteux. Si il est faible, ça va faire un son qui va durer beaucoup plus longtemps dans la pièce de bois et qui est plus cristallin. Voilà. Donc, si on compare sur ces quelques propriétés, les principaux bois qui sont les plus connus pour différentes parties et familles d'instruments de musique occidentaux à l'heure actuelle, mais on voit que déjà, par rapport sur ces différentes parties et familles, on a des matériaux bois, des propriétés qui couvrent toute la gamme de propriétés qui existent pour tous les bois. Ça balaye vraiment très très large. Ensuite, on a des bois légers et avec une forte vitesse de propagation pour les tables d'harmonie de violon, de guitare, etc. On a des bois denses et très rigides pour les archets de violon. On a des bois denses et qui amortissent très peu les vibrations pour les xylophones, etc. Donc en gros, si c'était ça, je pourrais finir la conférence maintenant. Mais en fait, il y a pas mal de questions qui se posent et je vais essayer de balayer quelques-unes de ces questions. Alors la première question qui nous dans notre travail nous intéresse vraiment beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait que ces bois sont différents entre eux? Pourquoi l'érable est si différent du pernambouc? Et est-ce quand on dit épicéa, est-ce que c'est un tout petit point et c'est toujours pareil? Ou est-ce que l'épicéa, ça va couvrir une grande gamme de propriétés? Et d'où ça vient au niveau des conditions de croissance de l'arbre et de la structure qu'on peut voir à l'œil ou qu'on peut voir au microscope? Ça, c'est super important, mais je pense pas avoir le temps d'en parler. Donc, je vais passer à la deuxième question. La deuxième question, qui est plus en lien avec le titre du Café Érudit de ce soir, c'est comment les luthiers choisissent et qualifient leur bois et comment ça peut se relier avec la physique. Est-ce que, par exemple, on peut dire que si un épicéa a une plus faible vitesse de propagation du son, il est mauvais? Ou est-ce qu'il faut, et s'il y a une plus forte vitesse de propagation, il serait meilleur? Est-ce que un archer est-ce qu'un pernambouc pour des archers, s'il est moins rigide, est-ce qu'il est mauvais? Et s'il est plus rigide, est-ce qu'il est bon ou pas? Donc c'est un peu, ça c'est la première question dont je vais vous parler un petit peu. Alors déjà, quelles sont les propriétés qui sont le plus perçues et évaluées par les luthiers? Alors il y a pas eu beaucoup d'études qui fassent vraiment le lien entre la perception sensorielle par les luthiers et les propriétés mesurables. Il y a eu pas mal de choses sur la perception du bois, mais par des consommateurs dans le cadre de parquets, d'étagères. Il y a eu assez peu de choses sur des gens qui maîtrisent vraiment bien le bois, comme les artisans luthiers. Pour les xylophones, il y a 2 études super intéressantes. Donc, il y en a une qui a comparé différentes propriétés mesurées et le classement de qualité à l'intérieur d'une espèce, de l'espèce préférée pour les marimbas de concert, les xylophones classiques. Et une autre qui a fait à peu près la même chose, mais entre beaucoup d'espèces très différentes entre elles et qui sont pas forcément utilisées dans le métier. Dans les 2 cas, ce qui ressortait vraiment, c'est que le critère physique, la propriété physique qui est le plus directement lié avec le classement de qualité par des luthiers, c'est l'amortissement des vibrations dont je vous parlais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'étude qui porte sur l'espèce préférée, en fait, c'est pas facile de montrer. En fait, on a 2 luthiers différents dont le classement est super proche. Et surtout,
la différence entre les points de différentes couleurs, donc le meilleur, bon et commun, la différence, ça relève de la précision des mesures que nous on fait en laboratoire, quoi. Donc c'est vraiment une qualification du bois sur ce critère qui est hyper fine, hyper précise. Par contre, il y a la diversité des espèces, mais il y a aussi la diversité des métiers. Donc ça, c'est un collègue qui avait fait faire un classement de qualité entre une trentaine d'espèces de bois par un facteur de xylophone, par un facteur d'accessoires de violon et par une factrice de flûte. Et en fait, pour le facteur de xylophone, on retrouve le résultat qui avait déjà été trouvé, c'est-à-dire que c'est la taille des barres et les couleurs, c'est la force des corrélations entre les propriétés et le classement par les luthiers. Donc on a des fortes corrélations entre la qualification empirique et les propriétés, surtout l'amortissement pour un facteur de xylophone. Pour les autres métiers, par contre, il y a moins de corrélation ou carrément plus de corrélation avec les propriétés mesurées, avec les propriétés acoustiques qu'on a mesurées. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les propriétés physiques du bois et le classement de qualité par les luthiers en question. C'est simplement que chaque métier emploie des critères vraiment spécifiques et des critères multiples, et que si on s'attache que à une seule catégorie de propriétés physiques du bois, on passe à côté de ce qui est important pour les artisans qui travaillent dans ces métiers-là. Alors, est-ce que ces essais de perception sensorielle, est-ce que ça permet de relier les savoirs de la main et des propriétés quantitatives? Dans le cas des bois de table d'harmonie de violon, dont Clémentine parlera certainement tout à l'heure, il y a eu une étude de classement de qualité d'un grand nombre de fournitures de tables d'épicéa par un grand nombre de luthiers. Et alors la qualité acoustique, elle était corrélée à la densité, donc pas une propriété acoustique. La qualité optique, vous pourrez voir au cerne de croissance et à la couleur. Et la qualité globale, à la densité, au cerne de croissance et à la couleur. Donc ça donne l'impression qu'il n'y a pas de lien clair aux propriétés acoustiques du bois. Par contre, quand on demande plus finement l'avis à des luthiers, il y avait une partie sur la verbalisation, la description verbale de table d'harmonie, soit en épicéa, soit en red cedar pour la fabrication de guitares. Et il y avait vraiment des groupes très clairement différents en termes de timbres doux ou brillants et d'instruments faibles ou puissants entre les deux bois qui ont des propriétés très différentes. Donc nous, on a essayé de regarder un petit peu plus en détail, de combiner les deux approches en restant à l'intérieur de l'espèce épicéa et en comparant ce que disent les luthiers en menant une enquête, plutôt de type enquête d'opinion, une enquête presque d'anthropologie des techniques, et ensuite que perçoivent les luthiers en faisant des essais psychosensoriels. Alors, ce qui ressort de l'enquête auprès des luthiers qu'on a eu la chance de rencontrer, c'est que souvent, en moyenne, ils nous disent quand même que le bois de résonance est très important pour le son du violon, mais qu'au moment d'acheter du bois chez un fournisseur spécialisé, le choix de bois, il est quand même majoritairement, statistiquement, plutôt basé sur la vue et le toucher. Et après, quand on a fourni des pièces de bois qu'on avait mesurées à des luthiers, ce qui ressort, c'est qu'ils ont une perception très fine de tous les critères, que ça soit visuel, auditif. Vraiment, ça colle très bien avec ce qu'on mesure. Par contre, la qualification pour des propriétés acoustiques, elle s'est effectivement trouvée liée à l'évaluation visuelle par les luthiers. Et ça, c'est assez rigolo parce que, en rediscutant, ça vient aussi du fait que la géométrie entre largement en compte, pas que le matériau. Et donc, les luthiers avec qui on a travaillé nous ont dit qu'ils étaient conscients du fait que la géométrie avait une importance et que d'une certaine manière, en utilisant leur perception visuelle, ça donnait une estimation, un petit peu comme nous on fait en sciences des matériaux, de prendre en compte la structure macroscopique, microscopique, etc. pour évaluer qu'est-ce que ça peut donner comme propriété au final.
Après, dans cet exemple, c'est pour une fonction qui est purement mécanique, donc principalement mécanique pour le Pernambouc. Théoriquement, pour une fonction mécanique, ça serait ce que je vous ai parlé, la rigidité et la densité. Sauf qu'en fait, sur 3 études, ça dissocie pas tellement les différentes couleurs de points. Ça se dissocie un peu très mauvais et excellent, mais pas plus. Par contre, si on ajoute d'autres critères, comme la couleur du bois et l'amortissement ou la finesse du grain, à ce moment-là, on a des groupes beaucoup plus clairement différenciés. Et surtout, il semble que la classification entre bon et excellent dépende des personnes. Donc, il y a un effet individu et préférence individuelle. Donc ici, toujours sur des archers, mais sur un bois employé plutôt pour les archers baroques. Ici, on a cette grande gamme là qui est toute la variabilité du Pernambouc des archers modernes. Et là-bas, tous ces petits points, ces différentes qualités d'amourette qui est utilisée pour les archers baroques, ils sont vraiment super regroupés. Ces 8 qualités qui sont clairement différenciées par l'archetière avec qui on a travaillé. Et en fait, en termes de mesure, ils sont vraiment très, très proches. Par contre, en analysant la description de ces bois, on voit qu'il y a des termes qui relèvent de l'aspect vraiment mécanique, de l'aspect dynamique, d'aspect de sonorité, si ça se travaille plus ou moins bien, et d'esthétique de nouveau. Donc, pour mieux appréhender vraiment le choix des luthiers, il faut vraiment prendre en compte tout un panel de propriétés et pas rester juste sur l'idée des seules propriétés mécaniques auxquelles on penserait par une analyse de la fonction acoustique ou mécanique. Alors ensuite, donc pour chaque partie et famille d'instruments, on a des choix qui sont basés sur une interaction entre l'instrument et un choix sensoriel entre la perception et les propriétés, qui est un choix qui est bien établi. Mais est-ce que ces choix bien établis, est-ce que ces archétypes, c'est les seuls choix possibles pour instruments? Donc, pour savoir quels sont les bois employés en facture d'instruments et surtout pourquoi et comment, ça demande de se pencher sur un très grand nombre de disciplines et de sources différentes. Donc, on peut avoir des choses qui relèvent de foresterie, de sciences du bois, de mécanique, d'acoustique, d'histoire des sciences, d'histoire des techniques, d'anthropologie, d'ethnobotanique, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais il y a des aspects très importants qui sont très peu étudiés. Alors déjà, la diversité des bois. Là, je vous ai représenté à peu près en vert. C'est une échelle logarithmique, donc ça veut dire que c'est 10, 100, 1000, 10 000, etc. Donc en vert, on a le nombre d'espèces identifiées, et en bleu, le nombre d'essais de labo qui ont été faits pour les propriétés acoustiques. Donc en fait, sur les 55 000 espèces tropicales qui existent, il y a eu plutôt moins de recherches que juste sur les quelques espèces d'épicéas. Donc il y a vraiment un gros manque de recherche sur la diversité. Et un autre aspect, ça peut paraître assez surréaliste, mais le lien avec les savoirs artisanaux, il est assez rarement fait. Le lien entre sciences physiques et savoirs artisanaux est assez rarement fait. Donc, une bonne option pour explorer ça, c'est évidemment de demander aux premiers concernés et de travailler entre laboratoire et luthier, ce qui permet d'avoir à la fois leur expérience, leur opinion, et aussi de collecter des échantillons de bois qualifiés sur lesquels nous, on peut faire nos mesures de labo. Alors, pour gérer la diversité des usages et des propriétés à l'échelle mondiale, j'avais créé une base de données relationnelle que j'espère mettre en ligne cette année depuis le temps que ça traîne. Donc, c'est une base de données qui est, je suis sûre, la plus large existante sur le sujet. Donc, qui regroupe les choix de bois dans les différents types d'instruments, dans les différents continents, pour les différentes parties. Les espèces botaniques utilisées avec des espèces de dictionnaires, des noms communs, des noms botaniques latins, des informations sur l'arbre, la conservation de l'espèce, etc. Et aussi qui permet de faire le lien donc avec ce dont on dispose à l'heure actuelle comme données sur les propriétés vibratoires, mécaniques et de couleurs, etc. Alors, maintenant, si on prend une fonction mécanique acoustique, qu'est-ce qui a pu se passer à différentes époques ? Alors déjà,
pour commencer, l'archer, c'est vraiment un bon cas d'étude parce que on reste sur une structure qui est complexe, mais qui est relativement plus simple que les instruments à cordes en entier. Donc, on a travaillé avec Nelly Poitevin, qui est une archetière spécialisée dans les archers de musique ancienne, qui reconstitue des modèles d'archers depuis le Moyen-Âge jusqu'au début de l'archer classique moderne. Donc, elle a effectué les reconstitutions d'après toutes les sources historiques disponibles. Et ensuite, moi, j'ai effectué des mesures physiques et mécaniques à partir des chutes des archers qu'elle avait fabriqués. Alors, ce qu'on observe, c'est pour les archers des époques médiévales qui étaient encore un petit peu en forme d'arc, plus d'arc de chasse, on a des bois tempérés qui sont un peu lourds et un peu rigides pour des bois tempérés, mais quand même plus mous que ce qu'on a les deux barres, c'est les moyennes sur l'ensemble des bois de la planète. Ensuite, à la Renaissance, ça se restreint un peu sur des bois qui deviennent plus lourds et plus rigides. À l'époque baroque, l'archer s'allonge énormément avec l'évolution du mode de jeu. Et là, on a l'utilisation principale de l'amourette, qui est un bois très rigide et très dense, un des 2 ou 3 plus denses de la planète. À l'époque classique, on a des bois qui atteignent les maximums de rigidité qu'on connaît parmi tous les bois existants. Et finalement, à l'époque moderne, on a l'adoption du pernambouc, qui est le bois majoritaire à l'heure actuelle, qui est presque un tout petit peu pas un retour en arrière, mais on se retrouve avec un bois qui est moins rigide que ce qui avait été testé jusque-là, mais qui est contrebalancé par la nouvelle forme de l'archer, qui a un cambre en sens inverse des archers antérieurs. Et évidemment, tout ça évolue en fonction des modes de jeu associés à chaque époque et de l'évolution du répertoire musical. Donc, on a des matériaux qui sont super différents entre les différentes époques, mais qui sont à chaque fois adaptés à chaque modèle et époque. Parce qu'on pense c'est assez évident qu'il y a eu une évolution conjointe entre le matériau, la structure, le répertoire musical et les possibilités de mode de jeu. Et ce qui est... Ouais, oui. Je me permets de poser une question. Si vous en avez, vous n'hésitez pas, vous levez la main, je viens vers vous. Est-ce que tu penses que c'est dû aussi à la disponibilité des espèces ? Il y a de ça, c'était l'homme. Donc, en fait, à l'époque médiévale, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait eu l'utilisation de bois tropicaux importés assez précocement, mais plutôt importés d'Afrique que d'Amérique latine, quoi. Parce qu'il y a vraiment des échanges internationaux qui sont, par exemple, ce qu'on appelle ébène du Mozambique ou grenadille. À l'époque des Romains, il y avait déjà un trafic assez soutenu, quoi. Alors que le Mozambique, c'est pas tout près, quoi. Donc, il y avait des bois tropicaux probablement employés depuis le Moyen-Âge. Par contre, le développement des archers baroques et des époques plus récentes, ils auraient pas tellement pu être possible, donc à la fois les archers et les modes de jeu associés, n'auraient pas été possibles sans l'importation précoce vers le 17e, 18e de bois d'Amérique latine. Alors, pourquoi parler de bois d'Amérique latine ? Alors, on a vraiment des différences de propriétés par grands groupes selon les origines. Alors ici, j'ai juste mis les distributions pour les résineux, les feuillus tempérés et les feuillus tropicaux, d'après ce qu'on a comme données à l'heure actuelle. Bon, dans les feuillus tropicaux, on trouve des bois plus denses, alors que dans les résineux, on trouve des bois plus légers et les feuillus tempérés sont dans la moyenne. Bon, ça, c'est assez connu. Les plus fortes densités, rigidités et les plus faibles amortissements, on les trouve pas en dehors des feuillus tropicaux. En tout cas, dans l'état actuel des connaissances. Et ça peut éventuellement dépendre des continents. Ça a été étudié que pour la densité. Mais sur la densité, on a des distributions entre différents continents tropicaux qui se ressemblent un peu là sauf que les valeurs maximales, on les trouve que en Amérique tropicale. Alors il y a des études qui ont été faites plus dans un cadre de recherche en écologie, qui ont même trouvé des distributions beaucoup plus locales de la densité des bois qui poussent selon l'environnement local.
Alors ça a joué un rôle historique important dans les développements, dans l'évolution des instruments en fonction des importations précoces. Est-ce que ça peut aussi avoir joué un jeu dans les différences entre types d'instruments selon les aires géoculturelles, selon les différentes... Est-ce qu'il y a un lien entre les ressources forestières locales et les instruments de musique de différentes cultures ? Donc là, je me suis posé la question dans le cas des idiophones, donc les xylophones et aussi les tambours à fente. Les tambours à fente, certains modèles permettaient d'envoyer des messages parlés à plus de 15 km. Donc c'est pas un téléphone portable, mais c'était un téléphone sans fil assez efficace, juste avec du matériau bois. Donc ça fait appel quand même à des propriétés acoustiques assez spécial. Donc là, en termes de propriété, là, on a le bois préféré pour les marimbas de concert en Europe. Ensuite, un autre bois qui a été utilisé avant pour les marimbas occidentales, mais qui était moins apprécié, qui a un amortissement plus faible, plus fort là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que dans la région où poussent les bois préférés actuellement en Europe, les marimbas traditionnelles en Amérique centrale, elles utilisent une autre espèce qui est botaniquement liée, mais en tout cas, c'est une autre espèce qui est choisie, mais qui a toujours des propriétés similaires. Là, c'est une espèce qui est clairement indiquée comme moins appréciée et qui a un amortissement plus fort. Et ensuite, en Afrique, qui est a priori le berceau historique des xylophones, on a des bois qui sont un peu plus légers ici, mais qui ont toujours un faible amortissement. Et en Asie du Sud-Est et en Mélanésie, on a des bois qui sont encore plus légers, mais qui restent toujours dans une gamme assez... Ils se recoupent tous plus ou moins en termes de propriétés vibratoires. Donc, selon les aires, on a des bois préférés qui ont des densités et des rigidités très différentes, mais elles ont toutes un très faible amortissement et on retrouve principalement des bois de la famille botanique des légumineuses au sens... Enfin... Alors, pourquoi parler de la famille botanique ? Parce qu'en fait, si on reprend la distribution entre origine géographique et propriété que je montrais avant, sur juste l'amortissement ici, l'amortissement des vibrations, en fait, c'est vraiment les différences entre tempéré et tropical, c'est vraiment entraîné par quelques familles botaniques qu'on retrouve surtout dans les tropiques ou surtout en zone tempérée. Par exemple, les couleurs rouges, là, les quelques espèces qui poussent en zone tempérée, elles se comportent plus comme des espèces tropicales en termes de qualité du bois que comme des espèces tempérées. Donc ça a probablement joué un rôle, ces prédominances de famille, ça a probablement joué un rôle dans le développement historique du fait qu'il y ait, dans le fait qu'il y ait beaucoup plus de xylophones historiquement dans les régions tropicales que dans les régions tempérées. Et on peut se demander si, en sens inverse, pour nous, le bois de lutherie principal, c'est vraiment l'épicéa de la lutherie violon. Enfin, c'est le bois de résonance dont on parle le plus en Europe. En termes de vitesse de propagation du son, il est un peu tout seul dans les valeurs maximales par rapport aux autres espèces, aux données qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, est-ce que c'est le seul choix pour les tables d'harmonie d'instruments ? Tu penses que je compte... Ça fait trop long, là, ou c'est... Non, vas-y. Ok. Après, j'ai une dernière partie où il y a moins de graphiques de propriété. Ça sera peut-être moins trash. Donc, est-ce que, comme il est un petit peu tout seul, comme les résineux à croissance lente sont un peu tout seuls dans les valeurs maximales de vitesse de propagation des sons, est-ce que c'est le seul choix possible pour les tables d'harmonie d'instruments à cordes ? Alors, la famille d'épinacées à laquelle appartiennent les épicéas, elle est distribuée assez largement dans tout l'hémisphère nord. Après, le genre Picea, donc l'épicéa européen, mais aussi d'autres genres d'épicéas, il reste quand même assez largement distribué dans l'hémisphère nord. Et maintenant, si on regarde les choix de bois pour table d'harmonie d'instruments à cordes dans différentes régions du monde, donc ici, on a les propriétés de l'épicéa qualité lutherie.
Alors déjà, le choix du red cedar pour les guitares, on a des propriétés qui sont assez clairement différentes et ça reste dans la même culture géographique, mais c'est vraiment une histoire d'esthétique personnelle, de choix esthétique personnel. Ensuite, en Amérique latine, on a des bois qui restent encore un peu collés en termes de propriétés aux bois employés en Europe, mais les instruments à cordes, ils ont été importés à la colonisation en Amérique latine. A priori, il n'y avait pas d'instruments à cordes en Amérique latine avant la colonisation espagnole et brésilienne. Et par contre, si on regarde des bois qui sont utilisés depuis le Moyen-Orient, depuis l'Iran jusqu'au Japon, alors là, on a des choses qui n'ont plus rien à voir. On a des bois qui sont plus lourds, avec des très faible vitesse de propagation du son, des forts amortissements, exactement le contraire de ce qu'on voudrait pour un instrument occidental. Sauf que c'est les bois qui sont non seulement choisis, mais préférés, et que en plus, pour les instruments du Japon, par exemple, il y a des super résineux qui feraient vraiment le bonheur de n'importe quel luthier du quatuor qui pousse localement. Donc c'est vraiment un choix délibéré, alors que les propriétés sont complètement différentes. Donc il reste quand même pas trop lourd, mais c'est vraiment la seule constante. Il y a des résineux, il y a beaucoup de feuillus aussi, mais les propriétés acoustiques, c'est extrêmement variable. Donc on peut pas du tout considérer que le standard classique occidental, c'est une référence universelle. Mais il faut bien garder en tête que les instruments à cordes, c'est des structures très complexes. Donc, tous ces instruments, ils vont avoir des constructions et des structures différentes. On a aussi des modes de jeu très différents. Même parmi les instruments à cordes pincées, entre une guitare et un biwa japonais, le mode de jeu n'a rien à voir. Et on a des différences de préférences sonores qui, elles, sont plutôt... on a des informations par les gens plutôt de l'ethnomusicologie ou de l'anthropologie. Donc tout ça, ça détermine ce choix de bois qui est hyper varié. Alors, voilà, donc ces choix de bois que je vous ai présentés, ce graphique qui finalement est un peu simpliste au final, ces choix de bois, ils sont quand même très profondément ancrés dans chaque culture. Ils sont vraiment constitutifs de l'identité qu'on attend d'un instrument. Ils se sont construits avec les cultures, avec les perceptions sensorielles et avec en fonction des propriétés du matériau. Et maintenant, la dernière question, c'est qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se passe si ces bois de lutherie se raréfient ou même si certains disparaissent? Alors pour le palissandre de Rio, c'est fait. On peut plus du tout s'en servir depuis 92. Après, il y en a qui sont juste très très fortement réglementés parce qu'ils étaient quand même menacés, sinon ils n'auraient pas été réglementés. Donc comme le Pernambouc, tous les palissandres. Il y en a d'autres qui sont pas menacés, mais qui rentrent sous le coup des réglementations quand même, comme le palissandre indien. Et puis il y en a qui, en tant qu'espèces, sont pas menacés vraiment, mais il peut y avoir des gros conflits d'usage avec d'autres utilisations du bois, que ça soit de l'agencement d'intérieur, que ça soit de la construction de piscines ou de la construction. Ou alors, il y en a qui sont pas menacés en tant qu'espèces proprement dit, mais qui risquent d'avoir très chaud avec le réchauffement climatique, surtout pour les espèces de montagne. Donc, tout ça si on revient à ce que je vous ai présenté précédemment, tout ça se traduit par le fait que la soutenabilité de l'approvisionnement, c'est clairement un critère supplémentaire pour le choix de bois et assez important. Donc, je vous ai montré que certains feuillus tropicaux ont des propriétés exceptionnelles sur le plan physique, acoustique et même esthétique, même si ça, j'en ai moins parlé. Mais on a de plus en plus d'espèces qui sont menacées, donc leur commerce se voit réglementé à l'international. Par la CITES, je ne sais pas si vous voyez, la CITES, c'est la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées. On en parle beaucoup ces dernières années dans le milieu des luthiers parce que ça y est, ça a touché vraiment des espèces importantes pour les luthiers occidentaux. En fait, ça fait depuis les années 70 qu'il y a des espèces qui sont vraiment clairement menacées et dont le commerce a été très réglementé. Mais au début, ça a plutôt concerné des espèces qui sont utilisées par d'autres cultures. Et puis ça s'accélère vraiment. Il y a de plus en plus
à chaque conférence des parties, il y a de plus en plus d'espèces qui sont réglementées. Alors, ce qui est important de garder en mémoire, c'est que... ça marche plus, là ? Ouais, donc, il y a les inscriptions à la CITES, donc, qui reflètent quand même le statut de menace sur les espèces, elles s'accélèrent clairement. Il y a des espèces qui étaient listées comme des alternatives, quand moi j'ai commencé mes recherches il y a une 20aine d'années, qui sont menacées à leur tour maintenant. Les instruments de culture extra-européenne sont très concernés aussi, pas juste les instruments européens. Ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que la lutherie artisanale à petite échelle, c'est vraiment pas la cause de la menace sur ces espèces. Par contre, les luthiers, ils en subissent clairement les conséquences, ici ou ailleurs. Les menaces, elles viennent principalement d'usages industriels, de déforestation et d'agro-industrie. Alors, je vais donner 2 exemples parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ces grandes lignes. Donc, pour le Pernambouc, alors comment on en est arrivé à cette situation ? Bon, évidemment, c'est la crise environnementale globale, mais c'est des problèmes qui sont assez complexes. Dans le cas du Pernambouc, je sais pas si c'est une histoire que vous connaissez tous, mais donc le Pernambouc, c'est le bois qui a donné son nom au Brésil, parce que quand les Portugais sont arrivés au Brésil, ils ont trouvé avant ça s'appelait Caesalpinia echinata, maintenant ça a été renommé parce que c'est l'arbre national. Donc ils ont trouvé cet arbre Caesalpinia, et depuis des siècles, ils importaient de Malaisie un autre Caesalpinia pour faire des teintures rouges, et qui s'appelait bois de braise à cause de la couleur rouge. Et donc, en arrivant au Brésil, ils se sont dit génial, on a trouvé une énorme source de bois de braise, d'où le nom du pays de Brésil. Donc ça, c'est lié, cette couleur rouge, c'est lié au colorant qu'il y a dans le bois et qui se trouve aussi lui donner ses propriétés acoustiques particulières. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça a très, très vite fait l'objet d'un très gros commerce international avec des échanges d'outils en métal contre des grumes et des grumes de Pernambouc auprès des Indiens. Et ça a fait un gros commerce pour la teinture jusqu'au milieu du 19e siècle. Par contre, dans les archers, comme je vous ai montré, il a été adopté comme bois principal fin 18e, début 19e. Et peu de temps après, le commerce comme colorant s'est arrêté avec l'arrivée des colorants synthétiques. Et donc, finalement, le commerce du bois, il était plus très important. Il y avait principalement les archers et c'est pas des gros volumes. Par contre, depuis la découverte du Brésil, il y a eu une forte déforestation dans les forêts proches de l'océan où pousse le Pernambouc, qui s'est énormément accentuée au XXIe siècle avec les aspects de soja et d'élevage bovin. Dès les années 1990, les archetiers se sont mobilisés à l'échelle internationale en donnant chacun un pourcentage, tous les gens qui étaient dans cette association, en donnant un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour participer à des observations de conservation de l'espèce. Mais malgré ça, en 2007, le commerce hors Brésil a été drastiquement réglementé. Alors ça, il y a une collègue allemande qui a étudié ça. On voit pas bien, c'est juste pour vous montrer donc qui a étudié ça sous l'angle d'un système socio-écologique où elle s'est penchée sur la chronologie dans le temps depuis la découverte du Brésil jusqu'à maintenant, avec des aspects d'histoire politique, d'exploitation de l'environnement, de lutherie et d'archetterie et de l'évolution de la musique savante occidentale. Alors, l'autre grand groupe d'espèces qui sont menacées et réglementées et qui impactent fortement les luthiers européens, c'est les palissandres. Alors, les palissandres, souvent on pense à 1 ou 2 palissandres. En fait, c'est un genre botanique qui s'appelle Dalbergia. Il y a environ 200 espèces qui sont réparties dans tous les continents tropicaux avec différents hotspots de biodiversité. Et ils ont presque tous des usages très importants dans les cultures d'origine, que ça soit en sculpture, en lutherie, en pharmacologie, etc. Alors nous, on a mené une étude sur tout ce qu'on a pu obtenir comme espèces différentes. L'année dernière, on a travaillé là-dessus. Et on a vu que toutes les espèces qu'on a mesurées avaient un très faible amortissement et aussi que c'était les seuls bois qui, en termes de mesure,
pouvaient être des bois vraiment qui tendent vers le rouge. Ça se voit, bon là, ça se voit pas du tout avec le projecteur, mais c'est des bois qui nous paraissent violacés, bruns, roses, mais c'est les seuls bois qu'on connaît qui tendent vraiment vers le rouge. Et en fait, il y avait, à part une ou deux espèces, il n'y avait pas de gros problèmes de menaces jusqu'aux années 2000. Sauf que à partir des années 2010, il y a eu une explosion de la surconsommation industrielle. Donc ça, c'est les volumes importés en Chine, en l'occurrence. Et donc, on a vraiment une explosion à partir de 2010-2014. C'est énorme, c'est complètement exponentiel. Donc, évidemment, les différentes espèces se sont retrouvées menacées. Et quelle utilisation il y a une diapo là-dessus juste après. Ouais, mais c'est... pardon, je rate. Donc, ça a été inscrit fin 2016, début 2017 à la CITES. Alors, c'est des bois qui ont des propriétés vraiment exceptionnelles. Mais la lutherie, même industrielle, à l'échelle globale planétaire, on estime que ça fait moins de 5% de la consommation internationale, alors que c'est vraiment l'usage auquel on pense en premier pour ces bois-là, quoi. Et a priori, la lutherie artisanale, c'est 5% de ces 5%, donc ça fait 0,25%, à peu de choses près. Donc c'est vraiment pas une source de menace sur les espèces. Par contre, ils n'ont pas juste des super propriétés vibratoires. Les palissandres, ils sont aussi vraiment rouges. Et donc, en fait, l'utilisation principale en Chine, c'est une explosion de la demande pour le mobilier qui s'appelle Hongmu, dont il y a plusieurs traductions, mais une des traductions les plus classiques, c'est bois rouge. Alors, comment on en est arrivé là, surtout à une telle vitesse, parce que c'est vrai, ça a vraiment explosé à partir de 2010, quoi. C'est vraiment rapide. Alors déjà, on pense pas forcément en premier aux palissandres quand on pense espèces menacées. On pense facilement à l'ivoire, aux éléphants, etc. En fait, non. Les palissandres, en volume, c'est vraiment le plus gros trafic mondial d'espèces menacées. Et surtout, c'est une menace qui est vraiment très unilatérale. Donc, c'est pas pour être désagréable, mais c'est vraiment le commerce mondial, c'est vraiment quasiment exclusivement Chine, quoi. Contrairement à l'ivoire, où il y a pas mal de choses en Chine, parce que c'est un grand pays, mais où c'est réparti entre pas mal de pays consommateurs de choses précieuses, quoi. Alors là, on voit pas très bien, mais c'est vraiment exclusivement lié pas exclusivement, mais en grande partie lié au développement à l'explosion d'une demande pour ce mobilier dit Hongmu. Donc là, c'est une usine, et ici, c'est une maquette d'un centre commercial qui fait que des meubles Hongmu, que des meubles palissandres. Alors pourquoi ? Parce que ça existe depuis des centaines d'années, en fait, le mobilier Hongmu en Chine, ça fait partie de la culture, c'est beau, quoi. Sauf que, à l'heure actuelle, c'est fait à la commande numérique, ça a plus la même valeur culturelle qu'un très bel objet sculpté à la main par un artisan. Donc il y a un article qui est sorti l'année dernière qui est vraiment super intéressant, qui analyse ça en termes de solutions de rapiéçage culturel à la suraccumulation de capital, et qui permet, comme c'est un mobilier qui a une forte valeur historique, le fait qu'il y ait une explosion, un boom économique en Chine, fait que beaucoup de gens qui ont accumulé beaucoup d'argent veulent transformer cette accumulation en un signe culturel et pas juste financier, quoi. Et il y a des effets, cet article est super intéressant, il montre aussi des effets un tout petit peu inattendus des réglementations, c'est-à-dire le graphique que je vous montrais sur la diapo d'avant, il s'arrêtait ici. Et donc ici, ça a été... juste après, il y a eu l'inscription et la réglementation internationale. Et en fait, il y a eu un premier boom avant la réglementation par des spéculateurs qui se sont dit « Ah ben tiens, on dit que ça va être interdit, donc on va en faire des stocks. Comme ça, on va pouvoir le vendre très cher quand le commerce international... » Donc ça, c'était vraiment pas prévu par la réglementation, mais bon, c'est un effet pervers qui s'est passé. Et ensuite, dans ce graphique, on voit aussi que les couleurs des barres, c'est les régions d'origine.
Alors malheureusement, la réglementation a eu un effet quand même, sauf que pour l'Afrique, ça n'a pas eu des masses d'effets, quoi. Donc malheureusement, il continuait à y avoir un pillage non négligeable. Enfin, voilà. Je peux faire 3 diapos de plus ou ça va ? Ok. Alors du coup, là je vous ai parlé de bois tropicaux et les bois locaux d'ici dans tout ça. Alors les usages qui sont bien établis en lutherie, c'est surtout des instruments de musique anciennes et traditionnels, à part l'épicéa et l'érable. On a très très peu de données sur les propriétés des bois d'artisanat d'ici. Il y avait un super programme par le Centre régional de la propriété forestière dans le Languedoc, avant qu'on devienne Occitanie. Ils avaient listé une 50aine d'espèces locales et en fait, on avait des propriétés que pour une douzaine sur les 50. Par contre, le peu qu'on avait comme propriété, c'était des bois qui étaient hyper différents les uns des autres et qui avaient, qui pouvaient s'adapter à différentes choses, qui sont quand même assez différents des bois tropicaux, mais on avait vraiment des choses très contrastées et souvent des esthétiques assez intéressantes. Il y a une étude que je trouve assez chouette, faite par des collègues, très chouette même, faite par des collègues autrichiens pour pallier au manque de données sur les propriétés qu'on a sur les espèces locales secondaires. Ils ont fait un travail pour faire une caractérisation pas seulement en labo, avant de se lancer dans la caractérisation en labo, une caractérisation en se basant sur les savoirs anciens, c'est-à-dire qu'ils ont analysé des milliers d'objets dans les musées d'art et tradition populaire, plein d'objets de la vie traditionnelle rurale, mais tous les objets techniques étaient faits en bois, et donc ils ont analysé quelle est la fonction de tel objet. Pour un ski, on veut plutôt telle propriété, pour tel objet, on veut plutôt telle propriété. Et ensuite, ils ont identifié toutes les espèces utilisées. Alors déjà, ils sont arrivés à 48 espèces couramment utilisées, alors qu'à l'heure actuelle, on n'en utilise vraiment pas tant que ça. Dans les usages communs, on n'utilise vraiment pas une 50aine d'espèces. Et surtout, il y avait beaucoup d'arbustes, et surtout, en fouillant dans ces espèces qui étaient anciennement utilisées, mais plus maintenant, ils ont trouvé des bois qui ont des densités qui se rapprochent vraiment beaucoup des bois tropicaux. Alors, peut-être pas les autres propriétés, mais en tout cas, à l'extrême, là, on a des bois dont on pensait pas qu'on aurait des si fortes densités dans les bois tempérés. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, tout ça, c'est des essences forestières qu'on dit secondaires, donc c'est super dur de monter une filière. Souvent, c'est des petits diamètres ou des arbustes. Et est-ce que ça serait un approvisionnement soutenable si ces bois devenaient à la mode ? C'est pas sûr du tout non plus, parce qu'on parle beaucoup de la menace sur les bois tropicaux, mais il y a la liste rouge des arbres européens qui est sortie il y a un an et demi. Alors oui, la moitié, voire même les 2/3 des bois européens sont soit pas du tout menacés, soit pas trop inquiétants, mais il y en a quand même un bon tiers qui est inquiétant. Donc, si ça devenait à la mode, c'est pas sûr qu'il serait beaucoup plus soutenable que les bois tropicaux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme solution pour conserver à la fois les espèces et les métiers ? C'est pas évident, je pense pas qu'il y ait une solution simple. Alors, il y a des travaux qui ont été faits sur la conservation des espèces et sur des plantations, avec toute une recherche pour garder vraiment toute la diversité génétique dans une espèce. Ça n'a pas été fait pour beaucoup d'espèces. Ça a été fait pour le bois principal des clarinettes, qui a une sorte de palissandre, même si on l'appelle ébène. Ça a été fait pour le pernambouc, dont je vous ai beaucoup parlé. Et la question, c'est est-ce que un bois de plantation, ça donne la même chose qu'un bois de forêt naturelle ? Sur des bois plus communs, on sait que les bois de plantation, ils n'ont pas les mêmes propriétés que les bois de forêt naturelle. Mais ça dépend des conditions de plantation. Souvent, sur les bois plus communs, on essaye d'avoir une croissance rapide, donc ça vient peut-être juste de là. Donc, pour les plantations qui ont été faites de pernambouc, au moment de l'étude, en 2013, ça faisait 25 ou 30 ans. Donc maintenant, ça fait 8 ans de plus, quoi. Pour le pernambouc, on avait une densité, une rigidité de ces bois de plantation qui était moyenne, pas trop faible, mais on n'atteignait pas les valeurs maximum. Et surtout, on avait encore très peu de bois de cœur. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Simplement, il faut attendre encore un bon moment avant de savoir ce que ça donnera vraiment.
Sinon, on peut chercher des espèces alternatives. Alors bon, ça c'est plutôt pour dépanner quand une espèce est plus disponible. Mais en fait, il n'existe pas deux espèces strictement identiques. Donc l'idéal, c'est quand même d'éviter qu'elles se retrouvent trop menacées. Pour chercher, en termes strictement sur les propriétés mécaniques, on peut trouver des alternatives qui marchent, surtout en combinant un choix de bois et en modifiant la géométrie. Donc là, pour les archers, avec des essais qu'on a fait avec des bois qu'on a identifiés en laboratoire et testés grandeur réelle. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué. D'un point de vue mécanique, ça marche. Enfin, on peut arriver à faire marcher. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour la sonorité. Et c'est pas du tout sûr qu'elle puisse être acceptée par les luthiers, archetiers, musiciens, parce qu'il faut aussi prendre en compte la manière dont ça se travaille et l'esthétique et plein d'autres choses. Et surtout, est-ce que leur approvisionnement serait soutenable toujours pareil, s'il y avait une demande plus forte. Donc, mon opinion personnelle, ce serait que pour les bois rares, l'idée, ce serait plutôt de diversifier plutôt que de substituer une espèce par une autre. Et de réserver les bois rares à une production individuelle, artisanale et personnalisée, et pas du tout pour la production industrielle qui, de toute façon, aime pas la diversité. Donc, quand on veut faire une production uniforme, on souhaite pas avoir toute cette variabilité et diversité. Donc, ce serait plus logique d'utiliser des bois plus communs, quitte à les modifier d'une manière ou d'une autre pour les productions qui réclament de l'uniformité. Bon, c'est mon avis, hein. Et c'est très difficile à faire. Enfin, d'un point de vue politique, je pense pas qu'il y ait d'outils très simples. Il en reste deux ou vous en pouvez plus ou ça va? Je l'ai fait au micro. Il y a quand même quelques labos de recherche sur le bois en France. Comment ça se fait qu'il n'y ait que 17 espèces dont l'acoustique a été étudiée sur 50? Sur les espèces secondaires, ouais. Parce que c'est pas des espèces industrielles et qu'en fait, beaucoup les labos qui bossent sur les propriétés physiques, mécaniques, un peu comme mon labo, hein, sont quand même très liés à une vision liée à l'industrie, quoi, depuis le 19e siècle. Et donc, ces petites espèces qui sont utilisées par des tourneurs, qui étaient utilisées pour faire des rouets affilés, ça intéresse plus les gens des sciences humaines que les gens des sciences physiques, quoi. Je crois que c'est pas une question de mauvaise volonté parce que je pense que, mais il faut prendre en compte la diversité culturelle aussi à l'intérieur des gens qui font la science, quoi. Puis finalement, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi le financement qui est alloué à certaines recherches et pas à d'autres? Oui, c'est vrai que je pense que nos collègues autrichiens ont eu des financements plus sur des lignes budgétaires liées au patrimoine culturel qu'au développement forestier. Et ma deuxième question sur la soutenabilité du coup des bois. J'ai sustainability en tête, mais du coup ça ne marche pas. Est-ce que on est face à des espèces qui vont se raréfier ou vont se raréfier parce que on a une culture forestière qui est sur le monoessence, qui est sur l'appauvrissement des sols? Est-ce que c'est beaucoup dû à ça aussi? Moi, je suis pas forestière, donc je veux pas dire de grosses bourdes, hein. Là, je me suis basée sur des articles que j'ai vraiment lus, donc. Mais en tout cas, d'un point de vue lutherie, d'un point de vue approvisionnement par exemple, sur le cormier, l'espèce cormier, elle est pas menacée en tant qu'espèce. Par contre, des cormiers de gros diamètre, c'était très lié à un mode de vie rural planté à côté de fermes. Et du coup, vu que c'est un mode de vie qui a disparu depuis une cinquantaine d'années, l'espèce elle-même, elle est pas menacée, mais les gros diamètres, ils sont super durs à trouver, quoi. Et ça, c'est un peu le cas pour toutes les espèces, du coup, parce que pour les ramasser, on préfère faire ça à la machine, et donc c'est des diamètres... Ouais, après, c'est vraiment très compliqué, le travail qu'on a commencé. Enfin, là, ça fait un moment que c'est un peu le calme plat, mais c'est pas facile parce que c'est pas du tout structuré non plus. Il y a pas vraiment de demande.
à l'heure actuelle. Donc, les propriétaires forestiers, ils aimeraient pouvoir vendre leur bois, mais ils veulent pas les couper s'il y a pas de demande, ça se comprend. Enfin, donc c'est un peu. Bon, moi, je suis pas experte sur cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est super compliqué. Dans l'idée, on se dit ah ben chouette, il y a des bois super intéressants. Bon, ils restent très différents des bois tropicaux quand même, faut le dire. Mais c'est des chouettes bois, mais on sait pas trop par quel bout commencer pour. Est-ce qu'il faut tester les propriétés? Est-ce qu'il faut en couper pour que les gens puissent en avoir et se dire ah ils sont chouettes? Oui. Voilà, c'est. Oui, tout le monde est un peu pris dans le même. Ouais, mais effectivement, ça va pas très bien avec des plantations monoessences, non? Oui. En général, ça va pas bien. Ouais. Ouais, voilà. Oui, merci. Du coup, ouais, j'ai juste deux dernières diapos sur ces aspects-là. Aussi pour rappeler que ces aspects de diversité, de diversification, mais ça dépend vachement aussi des différentes spécialités de lutherie. Donc, par exemple, en lutherie du quatuor, traditionnellement, on a vraiment deux essences principales. Alors, il y a d'autres espèces qui sont occasionnellement utilisées, mais on a vraiment la table en épicéa, le fond en érable, même s'il y a quelques cas d'autres utilisations, mais c'est vraiment le choix principal. Et ensuite, les autres bois, les bois tropicaux, ça va être plutôt utilisé pour les touches, enfin les accessoires qui sont très importants, mais qui sont pas le corps de l'instrument, et pour les bois d'archet. Alors, dans l'enquête qu'on avait fait auprès de Luthier Violon, on avait posé une petite question sur le degré d'inquiétude vis-à-vis de l'approvisionnement futur. Donc ça, c'était en 2016, donc je pense que ça a probablement évolué depuis. Donc, il y avait une forte inquiétude pour les bois tropicaux et les bois d'archet en bas. Soit pas d'inquiétude, soit une faible inquiétude pour les rablondés en termes d'approvisionnement futur, et pas d'inquiétude pour l'épicéa. Donc, en gros, par rapport à ce que j'ai montré avant, les deux espèces principales qui constituent vraiment le corps de l'instrument, il y avait moins d'inquiétude que pour les bois tropicaux. Après, de toute façon, comme j'ai montré les propriétés des épicéas, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un épicéa à croissance lente, sauf des bois de résineux à croissance lente. Donc, il n'y a pas une diversification énorme de possibles. Et l'espèce elle-même, comme j'ai dit, elle est non menacée, mais on sait que les effets prévus à l'échelle de quelques dizaines d'années des changements climatiques sur les forêts de montagne, ça va faire remonter les forêts de montagne. Et comme les qualités lutherie viennent vraiment de forêts de montagne, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a des scénarios à changement climatique égal, il y a des scénarios qui vont vers une amélioration de la qualité du bois. Même s'il y a moins de forêts de montagne, ça pourrait aller vers meilleure qualité du bois, moins mais de meilleure qualité, ou une dégradation. Donc on ne sait pas du tout, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses plus récentes que j'ai pas vues. Après, pour la lutherie en guitare, par contre, si on liste les bois traditionnellement employés, assez classiques, on a au moins 20 espèces pour le corps. Donc c'est déjà pas mal diversifié naturellement. Et un collègue de l'association, qui est cofondateur de l'association professionnelle des luthiers guitares, a fait un recensement sur un salon de luthier. Il a demandé aux luthiers, guitare classique, acoustique, électrique, toutes les parties, de lister toutes les espèces employées. Il est tombé sur 123 espèces avec 2/3 de tropicales, 1/3 de non tropicales, et les tropicales étaient avec un statut de conservation plus inquiétant que les non tropicales. Et la plupart de celles qui avaient un statut de conservation inquiétant n'étaient pas encore réglementées. Bon, ça, c'est Donc, sur la lutherie en guitare, on a des choix de bois qui sont naturellement diversifiés, historiquement diversifiés, mais qui continuent à se diversifier. Et où on a plus de problèmes d'espèces menacées. Donc, pour essayer de voir un petit peu plus, d'avoir un panorama plus large, là, je me suis lancée il y a quelques mois dans une analyse des sites de vente en ligne pour artisans luthiers en guitare. Donc, j'essaye d'analyser à la fois les espèces, les stocks proposés et les prix à partir de fournisseurs en Europe et en Amérique du Nord. C'est un travail en cours, hein, c'est pas compliqué, c'est pas fini. Donc, mais j'en suis juste pour les fonds et éclisses, uniquement la caisse de résonance, juste les fonds et éclisses de guitare.
classiques et acoustiques. Donc, déjà à 158 espèces, donc c'est quand même beaucoup. Par contre, on reste quand même avec les espèces principales qui restent les plus vendues. Donc, on n'a que 10 espèces sur ces 158 qui sont vendues par au moins 10 des 25 fournisseurs que j'ai analysés pour le moment. Et par contre, on a la diversification, elle se fait vraiment petite touche par petite touche, et on a 50% de toutes ces espèces qui sont vendues par un seul fournisseur. Et par contre, on a encore eu 8 espèces principales qui représentent 50% de la quantité, et 30 espèces sur les 158 qui représentent 80% de la quantité vendue à travers, vendue en Europe et Amérique du Nord. Alors là, c'est un peu les flux entre les régions d'origine et ces deux régions de consommation. On a des prix. Les prix, c'est la couleur des bulles, la quantité, c'est la taille des bulles, et ensuite les petits carrés, ça représente la diversité en termes de famille et de genre botanique. Donc on a vraiment à la fois des prix, des quantités et des degrés de diversité botanique qui dépendent beaucoup des régions d'origine. Les palissandres vrais, dont je vous ai parlé beaucoup, ça représente quand même, malgré qu'ils soient tous inscrits à la CITES, ça représente quand même, ces derniers mois, 20% des quantités vendues et 30% du prix total. Et les choses qu'on appelle palissandres, mais qui sont pas des palissandres vrais, ça représente plus du tiers en termes de quantité et pas loin de la moitié en prix total. Après, les bois non tropicaux, on a l'impression que ça commence tout juste à se développer très doucement, mais en fait, ça représente quand même déjà un bon quart des bois vendus. Ils sont un petit peu moins chers que les bois tropicaux, mais pas systématiquement. On a une grande diversité. Il y a quand même 58 espèces, qui est quand même important pour des bois tempérés. Et surtout, ils viennent de beaucoup de familles et de genres botaniques différents. Donc, il y a une assez forte diversité présente. Et ils s'exportent assez peu. C'est-à-dire que les bois tempérés européens, ils sont plutôt vendus en Europe. Et les bois tempérés américains, ils sont un peu exportés en Europe. Non, les flèches sont pas dans le bon sens. En fait, on a les bois nord-américains qui vont vers l'Europe ici, et les bois européens qui vont vers l'Amérique du Nord ici. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Du coup, en conclusion, on a une grande diversité de choix de bois selon les flores, les cultures et les fonctions d'un instrument. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est que une fois que le choix il est adopté, le bois choisi devient une partie intégrante de l'identité d'un instrument. Donc, ça devient compliqué sans changer l'identité d'un instrument de tester autre chose de trop différent. Et le choix de bois, je pense que c'est important de pensez toujours que c'est une combinaison de la performance du matériau, qui est plusieurs propriétés à la fois, de la disponibilité. Alors, on a plus parlé de la disponibilité des espèces ou de la ressource forestière, mais c'est aussi de la disponibilité d'informations et de savoir, et une forte importance des paramètres socio-culturels ou de préférences. Et j'ai pas du tout parlé des relations entre microstructure et propriété du bois, mais ça donne des choses intéressantes parce que l'importance de l'esthétique visuelle, qui peut paraître presque secondaire, elle est pas secondaire. D'abord en termes de préférences socio-culturelles, mais aussi parce que la figure du bois, ça reflète sa structure, et que la couleur du bois, ça reflète sa chimie, et que tout ça influe sur ses différentes propriétés physiques. Après, sur la problématique des bois tropicaux menacés et plus généralement de raréfaction des bois d'artisanat, alors ça rejoint ta question, Manon. Après l'inscription du Pernambouc à la CITES, il y a eu pas mal de recherches. Après l'inscription des palissandres à la CITES, il y a eu pas mal de recherches, surtout pour l'identification aux douanes. C'est quand même dommage que ça soit financé quand c'est un peu trop tard, quoi. Bon, bref. Et il y a aussi un fort intérêt pour les essences locales, mais on connaît toujours très peu de choses et sur leurs propriétés et sur leur état de conservation. Donc tout ça, c'est vraiment changer le pansement plutôt que penser le changement. Bon, c'est pas de moi, mais ça me paraît très approprié à la situation. Il reste énormément de choses à faire sur le lien entre diversité biologique et diversité culturelle, sur la relation entre l'humain et le bois, sur la diversité des propriétés des bois,
Et sur la partie dont j'ai moins parlé, sur le lien entre propriété du bois et qualité de l'instrument. Mais le problème, c'est que les diversités biologiques et culturelles ont tendance à s'amenuiser plus vite qu'on arrive à les étudier, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Iris. C'était très intéressant pour moi. J'espère pour vous aussi. Danse comme le bois, oui. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir ou des questions que vous pouvez avoir après coup, même si c'est des choses qu'on n'a pas vues forcément dans les diapos? Attends, j'arrive avec ça. Tiens, le micro. Merci. Il y a l'exploitation donc par la main de l'homme, mais que dire des feux aussi qui sont par exemple, vous parliez du Brésil, depuis surtout Bolsonaro, on détruit les forêts et ces essences sont concernées. De toute façon, ça concerne enfin, tous les bois sont intéressants, hein, ils sont pas forcément adoptés dans un instrument, ça n'empêche pas qu'ils soient pour le Pernambouc, la forêt atlantique, elle était déjà tellement réduite à la portion congrue avant que le gros du mal était déjà fait, en fait, quoi. Donc, j'ai pas regardé l'évolution sur cette partie de la forêt, mais de toute façon, oui, ça contribue. Par contre, j'ai pas vu en faisant un petit peu ma veille, ma veille biblio, j'ai pas vu de choses récentes qui regardent spécifiquement les bois qui ont un statut culturel par rapport à la déforestation globale récente, quoi. Parce que ça touche tout l'ensemble, quoi. Ça a l'air assez impressionnant. Oui. Oui, c'est sûr. Mais d'une certaine manière, pour le Pernambouc, c'est plus, la menace vient clairement plus de la destruction de son milieu naturel que de l'utilisation du bois, en fait. Il y a des endroits où, moi, j'ai pas été beaucoup dans les tropiques, mais il y a des endroits où on peut voir des bois que certains de mes collègues archetiers adorent, découpés en petits bouts en bord de brûlés, quoi.